Bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, les mutations du traditionnalisme. Alors, tout de suite, pour commencer, je vais mettre les choses au point. L'objectif de cette vidéo n'est pas de faire de l'idéologie. Je suis pas là pour dire « Ah, le traditionnalisme, c'est caca ». Je ne suis pas là pour dire « Ah, le traditionnalisme, c'est génial, je suis un conservateur réac... ». Non, non, moi, j'ai mes idées, mais ça reste privé. En un. En deux, moi, je suis là pour faire une démonstration historique. C'est-à-dire, j'ai des éléments historiques, j'ai des faits, j'ai une chronologie et je vais la dérouler tout le long de ma vidéo. Donc, c'est parti! Premièrement, on va être à la genèse, c'est-à-dire le barrage contre les Lumières, les anti-Lumières. Ça se passe pendant la philosophie des Lumières. Il y a des mouvements qui se structurent et qui s'opposent à cela. Tout le monde n'est pas là en mode « ouais, c'est génial ». Non, il y a de l'opposition. Mais il y a un faible intérêt dans l'historiographie. Mais il commence à y avoir des livres à partir de 2001. Alors les sociétés des anti-Lumières ont des salons, des revues, comme les gars des Lumières. Ils ont repris les mêmes choses, l'année littéraire de Fréron, Claude Adrien Nonote, les erreurs de Voltaire en 1762, l'abbé Baruel, la recherche des vraies causes de la révolution actuelle en 1789. En même temps que les livres des Lumières, donc il y a une accusation de dépravation des mœurs, un complot maçonnique, calviniste et philosophique. Les mecs, ils se disent, voilà, c'est des francs-maçons, calvinistes, philosophes qui essayent de nous la faire à l'envers. 1797, on a le mouvement contre-révolutionnaire qui est dominé par trois hommes. Edmond Burke, qui fait la Bible des contre-révolutionnaires. Réflexion of the Revolution in France en 1791. C'est une réflexion de l'extérieur. Parce que ce qui se passe à Paris, en 1791, ça a un écho dans toute l'Europe. Il y a toute l'Europe qui regarde, qui se dit « Merde, il se passe quoi là ?» Bon, voilà. Pour lui, il y a une dichotomie. Il y a une dichotomie au Royaume-Uni très intéressante parce qu'il y a une division entre deux camps. Ceux qui veulent plus de pouvoir au roi et ceux qui veulent plus de pouvoir au Parlement. Burke est un libéral, mais il accuse la Révolution de réorganiser le monde avec des abstractions. C'est un croyant attaché à Dieu et les Français sont imprudents de bousculer l'ordre. Vaut mieux une lente évolution, on prend son temps pour faire les choses comme il faut, que tout casser et puis après voir. Il n'avait pas totalement tort parce que beaucoup de choses qui se sont passées pendant les 10 années révolutionnaires, il y a eu un retour en arrière et une adaptation. Par exemple, on a déréglementé les professions réglementées, c'est-à-dire on n'avait plus besoin, on a détruit les corporations et on a remis certains dispositifs, notamment dans le monde médical, parce que y a des gens qui mouraient. C'est aussi présent dans le livre de Joseph de Maistre et de Louis de Bonald. Joseph de Maistre, Considérations sur la France en 1796. Louis de Bonald qui reprend les idées de l'anglais, de la table rase, c'est dangereux. Les droits de l'homme, chose inconcevable. Il préfère la providence au contrat social. Chacun sa place, dirigé par une dynastie investie par Dieu. Une vraie monarchie. Le roi est guidé par l'Église, mais dans une logique d'État moderne. On cherche à être efficace. Il n'y a pas que Dieu, Dieu, Dieu. Non, il y a quand même une idée d'efficacité. Et l'importance des corps intermédiaires qui aident à l'administration. Donc, il a un système, il a une idée, mais ce système n'a jamais existé. Il propose une utopie, une uchronie traditionnaliste. Contre-révolution et nationalisme. Alors, le mouvement contre-révolutionnaire va exister tout le long du 19e siècle, parce qu'il y a quand même, après la Révolution et les guerres napoléoniennes, toute une critique, et déjà, elle naît déjà sous Napoléon et pendant la Révolution. Valmy 1792, c'est du contre-révolutionnaire. Il y a un face-à-face entre ceux qui sont partisans de la révolution et du libéralisme et les contre-révolutionnaires qui kiffent le système un peu à l'ancienne. Il va y avoir une transformation de cette pensée avec la rencontre avec la nation. Alors le nationalisme est né pendant les Lumières. Une des figures est Herder, très présent au 19e siècle sur la contre-révolution. Lui va s'intéresser aux langues. On peut définir chaque culture et chaque peuple par un certain nombre de caractéristiques bien déterminées. Il insiste donc sur le rôle de la langue. La langue est au cœur d'un groupe qui se définit
parle la langue. Hein. Vraiment, c'est ce qui définit un groupe. Hein. Qu'est-ce qui définit un Français? C'est un mec qui parle français. Qu'est-ce qui définit un Allemand? C'est un mec qui parle allemand. Hein. C'est un élément d'identité, c'est une question de l'unité allemande, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que tout le 19e siècle va être traversé par la question de l'unité allemande. Ah oui, hein, le Saint-Empire germanique s'est fait dépecer par Napoléon, et jusqu'à l'unification allemande sous Bismarck en 1871, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Hein. Il va mettre en avant la place de la religion avec une série d'ouvrages. Hein. Il ne pense pas l'évolution en termes de progrès, car la société humaine évolue à un rythme cyclique pour lui. Il n'y a pas de progrès de l'humanité. Hein. La société est comme un être humain. Elle naît, elle meurt. Il n'y a pas d'évolution, de marche vers le progrès. Hein. Et ça, c'est peut-être l'aspect où il a le plus raison. Une société naît, une société meurt. Hein. Les sociétés précolombiennes sont nées, elles sont mortes, et voilà. Hein. Il n'y a pas un homme ou une société égale, mais des peuples. Hein. Le groupe d'hommes qui définit des caractères. Hein. La nation est donc un héritage lié avec le droit du sang. Hein. Il s'oppose à la conception de la nation issue du contrat social. Hein. La nation dans le sens groupe humain. Hein. Mais la nation au XVIIIe siècle avait plein de définitions. Hein. La pensée contre-révolutionnaire va prendre l'idée de nation à la Herder, c'est-à-dire dans le sens groupe humain. Les mutations du traditionnalisme en nationalisme. Alors déjà, on a le 19e siècle qui est très important parce qu'il y a un bras de fer entre libéralistes et contre-révolutionnaires. On le voit bien, par exemple, je vais prendre l'exemple de la France, parce que c'est un exemple assez connu. On a les contre-révolutionnaires, c'est-à-dire les monarchistes, hein, en gros, et les libéralistes, les républicains, qui vont s'imposer parce que la République va devenir la norme en France. Alors, il y a la défaite de Napoléon I et du Congrès de Vienne, c'est une remise à l'ordre. Hein. Là, tu as tous les contre-révolutionnaires, ils arrivent, ils prennent le libéralisme, ils lui font l'amour, hein, littéralement. Cela n'empêche que durant la période, il y a des mouvements en Allemagne, en Italie, les Slaves dans l'Empire autrichien, les révolutions de 1830, 1848, le printemps des peuples. Hein. Les contre-révolutionnaires, ils ont beau essayer de tenir la baraque, ça craque dans tous les sens, on va dire. Les anciennes élites cherchent à garder le contrôle des grands secteurs. On peut prendre l'exemple de Bismarck. Alors Bismarck, lui, c'est un homme très intelligent. Il se dit, bon, moi je suis contre-révolutionnaire, mais je vais faire des petites concessions. Par exemple, on va mettre une constitution en Allemagne, on va autoriser les partis politiques, on va donner un petit peu de pouvoir législatif. Hein. Je lâche un petit peu de l'Est, comme ça vous êtes tranquille. Vous imaginez quand même que l'Allemagne, l'Empire allemand, a eu des partis politiques 25 ans plus tôt que la France. Et oui, la France n'a que des partis depuis le début du XXe siècle, alors que c'est dès le milieu des années 1870 que ça se fait en Allemagne. Et oui, alors que la France est une république. Bon, 1830, la Pologne, il y a un gros soulèvement. Hein. Là, les Polonais ne sont pas contents. Hein. Brisé par les Russes en 1831. Alors, il y a la mise en place d'un gouvernement révélateur des mutations. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1815, la Pologne s'est fait diviser en 3 morceaux. Ouais, la Pologne s'est fait souvent rouler dessus dans les négociations. Hein. Ses voisins n'ont pas été très gentils avec elle. Alors, il y avait un morceau prussien, un morceau autrichien et un royaume de Pologne, vassal de Russie. Le tsar a placé son frère. Alors, il y a un moment de libéralisme. Hein, pour unifier la Pologne. Vraiment, on veut une Pologne indépendante et un système libéral. Le problème, c'est qu'elle est encore féodale à l'époque, mais l'élite urbaine réclame des libertés. Il y a un contexte qui est simple. Ça explose pour la simple et bonne raison que la Russie veut aller mater la révolte en Belgique. Et elle dit, on va envoyer les Polonais. Là, les Polonais le regardent et ils lui font, t'oublies, hein, tu oublies. Donc, les Polonais vont avoir un gouvernement national, mais avec 2 logiques et 2 grandes têtes. On va avoir Czartoryski, je vais essayer de trouver une photo puis de mettre sa tête en montage parce que là, j'y arrive pas, qui est un nationaliste en mode ancien régime, et Lewel, qui est un libéraliste. C'est-à-dire que dans le gouvernement national, on a tous les deux des nationalistes, mais un qui est libéraliste et un qui est en mode ancien régime. La Pologne reprend le modèle de 1789, il réclame l'indépendance, une réclamation libérale, fraternité des peuples. Le sentiment nationaliste est très à gauche à une époque, hein, faut pas oublier. Hein. Parce qu'il faut susciter l'unité nationale. Hein. Il y a la rencontre du libéralisme et de la patrie en danger. Hein. C'est observable en France, lié à l'affaire Dreyfus par exemple. Hein. Il y a du nationalisme, mais
différent. Les antidéréfusards sont plutôt contre-révolutionnaires. Et Michel Vinocq va montrer qu'il y a un nationalisme ouvert et un nationalisme fermé. En gros, le nationalisme ouvert, c'est en mode notre civilisation, notre nation est la plus grande et la meilleure et on doit aider les gens, on doit aider les sauvages d'Afrique, on doit aider les peuples à combattre contre l'ancien régime. Et il y a le nationalisme fermé qui dit on est nationaliste, oui, mais nous on reste chez nous, les autres, les étrangers, vous vous cassez. Voilà. Donc il y a cette bipolarisation en 1898 par rapport à cette affaire-là. C'est une quasi-guerre civile. La thèse de la France en danger, c'est Valmy 1792. L'ancien régime qui arrive, il faut qu'on s'unifie pour sauver la République et la Révolution. Mais c'est aussi repris par exemple par Maurras avec l'Action française. Voilà. Donc on a la Première Guerre mondiale, qui est véritablement causé par le nationalisme. Chacun pensait qu'il était le plus fort, le plus grand, le meilleur du monde et qu'il fallait se mettre sur la tronche. Bon, on a suicidé l'Europe, on était premier, maintenant on est un peu en déclin et on est concurrencé par d'autres pays et d'autres continents. Alors, entre les deux guerres, il faut défendre la mémoire des sacrifiés pour la patrie. Le nationalisme est la chose la mieux partagée durant l'entre-deux-guerres. Georges Mosse, brutalisation des sociétés. Une personne va nourrir le nationalisme allemand. Oswald Spengler, le déclin de l'Occident. C'est un traditionnaliste, nationaliste, antilibéral qui écrit avant la guerre mais publie après. L'Europe coule à cause du libéralisme. Vision cyclique, on est dans une phase de déclin. Faut un sursaut. Parle de décadence, faut bâtir une société solide face aux États-Unis, prussianisés avec des principes de devoir, d'ordre, de légitimité. L'État et la discipline avec un chef d'orchestre et un État fort. Il va approfondir après avec un livre, Prussianité et socialisme. Les opposants à Weimar vont lire ça. Il n'est jamais entrer dans le parti nazi, mais ça va faire un calvat idéologique. Le nationalisme va se nourrir de ses pensées politiques. Et il y a aussi un épanouissement de la pensée contre-révolutionnaire et un recul de la démocratie libérale qui connaît énormément de difficultés après la crise de 1929. On a aussi le développement du fascisme. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a un moment de silence, mais ça n'a pas cessé de s'exprimer. On a Carl Schmitt en Allemagne, face-à-face vif dans ce pays sur ces questions-là. C'est un juriste et philosophe né en 1888, mort en 1985. Il a adhéré au nazisme, mais il est écarté en 1936, car c'est trop catholique. Eh oui, le nazisme n'est pas catholique, c'est vraiment catholique très réac. Il va écrire un livre, Théorie de la Constitution, en 1928, la notion de politique, 1932, sa doctrine qui s'exprime dans la crise de 1929. Il est partisan d'un État fort à la tête d'une société ultra hiérarchisée, dominée par des corps intermédiaires, des régimes dictatoriaux. Ça permet de garantir l'unité et échapper à la guerre civile. Voilà. Bon, après la Seconde Guerre mondiale, on a une évolution des traditionnalismes, parce que voilà, faut pas se mettre dans l'esprit l'extrême droite, au retour des années 30. Non, l'extrême droite en 1930 n'est pas la même extrême droite que dans les années 2000 par exemple. C'est pareil pour la gauche, pareil pour l'extrême gauche, pareil pour la droite. Il y a une évolution des objets, une évolution épistémologique. Aujourd'hui, le traditionnalisme est incarné par des gens comme Zemmour ou Finkielkraut, mais voilà, il y a une évolution des objets, même s'il y a une critique du libéralisme, une critique de la décadence des mœurs, on est quand même sur une évolution, et c'est surtout une grosse critique de la société actuelle et de ses dysfonctionnements. Rien ne justifie la haine et la violence, mais il y a une critique, et cette critique de la société contemporaine se retrouve dans les traditionnalismes actuels, qui peut prendre sa genèse à l'époque de Margaret Thatcher ou de Ronald Reagan. En conclusion, le traditionnalisme est né pendant les Lumières. Il a évolué progressivement, il a évolué face à face à un libéralisme, il a évolué dans ses formes, dans ses objets, dans son discours, tout comme le libéralisme. Ils ont un petit peu évolué ensemble comme deux frères ennemis qui se tirent dans les pattes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!